Martine, qui est l'une de mes élèves depuis très longtemps et qui, me dit qu'au niveau, de la lecture de texte et cetera, de l'écrit en japonais, il y a pas de souci. Elle se sent bien à l'aise. Par contre, dès qu'on passe à du japonais oral, du japonais parlé, là, Martine est complètement dans les choux. Parce que, elle a vraiment l'impression de ne rien comprendre, de pas arriver à capter, ce qu'on nous dit à l'oral et surtout elle se dit qu'en arrivant au Japon, en discutant avec des vrais Japonais en face à face, c'est un petit peu gênant de demander, plusieurs fois à la personne de répéter encore et encore et encore. Demander 1 fois ça va, 2 fois c'est déjà un peu chiant, 3 fois ça commence à être compliqué et gênant. Donc en fait, Martine a besoin de conseils et je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, en fait, comment améliorer sa compréhension orale en japonais, comment faire quand on ne comprend rien du tout, quand on nous parle en japonais, ou bien quand on écoute des gens parler en japonais et qu'on se sent complètement largué. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour développer justement son oreille et comprendre mieux le japonais parlé. Si jamais vous avez d'autres conseils que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, peut-être que je ne serai pas la plus exhaustive, mais en tout cas, je vais essayer de vous raconter plein de choses. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est d'analyser en fait à quel stade vous en êtes dans votre relation avec le japonais parlé. Je m'explique. Pour moi, il y a plusieurs cas de figure. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un ou plusieurs cas de figure. Ça dépend aussi, bien sûr, de qui parle et de quoi on parle. Là, on va partir du principe que vous écoutez des audios, ou en tout cas que vous discutez avec des gens qui parlent d'un niveau qui correspond à votre niveau actuel. Donc par exemple, si vous êtes niveau GLPT 4 ou niveau GLPT 5 ou quoi, vous allez prendre des audios qui sont adaptés à ce niveau-là et donc par exemple comme les audios qui sont fournis, dans les formations en ligne, que je propose. Donc, première possibilité, premier cas de figure, ce qui peut bloquer, c'est le manque de vocabulaire ou de grammaire dans ce que tu entends. Ça veut dire que si tu avais le texte, donc le script par exemple, si on parle d'un audio, d'un truc qu'on écoute, un podcast ou autre, si tu avais le script sous les yeux et que tu pouvais prendre le temps de décortiquer tranquillement à l'écrit ce que tu as entendu, tu te rendrais compte qu'en fait, il y a des mots de vocabulaire ou bien des structures grammaticales que tu ne comprends pas. Là, si c'est ce cas-là qui pose problème, là, il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire qu'il te manque du vocabulaire ou de la grammaire par rapport à ton niveau et donc là, du coup, il va falloir le travailler, il va falloir, avoir des cours, des explications et cetera et apprendre plus de vocabulaire et plus de grammaire. Donc ça, bien sûr, si à l'heure actuelle, en étant niveau GLPT 5, 4 ou même intermédiaire, si tu vas écouter des choses, je sais pas, par exemple des discours politiques ou bien je sais pas, des podcasts scientifiques en japonais, enfin des choses vraiment pointues, c'est totalement normal de ne rien comprendre, tout simplement parce qu'on ne peut pas inventer des mots qu'on ne connaît pas. Si tu n'as jamais entendu le mot maison et que du coup quelqu'un te parle du fait qu'il a acheté une nouvelle maison, tu peux pas inventer ce qu'il a acheté. Si tu connais pas le mot de vocabulaire, c'est pas possible. C'est pareil pour la grammaire. S'il y a une structure grammaticale que tu ne connais pas et que du coup qui repasse sans arrêt dans l'audio que tu écoutes, là c'est pareil, on peut pas l'inventer. Il faut l'avoir apprise. Les solutions possibles à ça, c'est déjà s'assurer que tu es bien en train d'écouter quelque chose qui est à ton niveau. Donc moi, je parle souvent de niveau GLPT 5, 4, 3, 2, 1. C'est pas parce que je voue un culte à l'examen du GLPT, hein, c'est pas du tout le cas. Et si t'as pas envie de passer le GLPT, ça me pose absolument aucun problème. Je parle juste de ça pour pouvoir quand même un petit peu classer le vocabulaire et la grammaire. En gros, le N5 et 4, c'est du japonais vraiment basique de la vie de tous les jours. Et 100% du GLPT 5 et 4, tu l'utilises au quotidien. Alors que le GLPT 1, qui est le niveau le plus élevé, là, tu vas utiliser peut-être 5% du voca et de la grammaire qui est en N1. Donc déjà, si tu es sûr que tu es au bon niveau et qu'il te manque du vocabulaire ou de la grammaire, là, du coup, il va falloir le travailler. Ça, pour moi, c'est le premier cas de figure, s'assurer qu'on utilise des supports audio qui sont adaptés à nous.
Le deuxième cas de figure, pour moi, ce qui peut se passer, c'est que, le japonais, comme dans toutes les langues, mais le japonais peut-être plus que d'autres, je ne sais pas, il y a une différence entre le japonais écrit et le japonais parlé. C'est flagrant aussi en français, hein, on s'en rend peut-être pas compte parce que c'est notre langue maternelle, mais quand on parle français à l'oral, il y a plein de contractions qu'on fait et si, tu as appris le français uniquement dans un texte, un livre, scolaire, on va dire, tu vas pas le retrouver à l'oral. Par exemple, en français, quand on fait des négations, on va pas, bah, c'est ce que je viens de dire, en fait, on va pas, on va pas, en fait, mettre de «ne». Voilà, il y a plein de mots qui sautent à l'oral et en japonais, c'est exactement pareil. Donc ça peut perturber si on est habitué uniquement à un japonais écrit et qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre du japonais parlé, ça peut perturber parce que, ben, notamment, quasiment toutes les particules vont sauter quand on parle à la forme familière, à l'oral. Donc si on écoute une, discussion entre 2 amis japonais, il y a très peu de particules. C'est pareil, tout ce qui est les sujets, les thèmes, hein, des phrases, en japonais, donc watashi, anata, kare et cetera, il y en a pas. Ou en tout cas très, très peu. Donc ça aussi, ça peut perturber parce que des fois, on sait pas de quoi on parle, on sait pas qui parle et cetera. C'est un peu compliqué et pareil, les contractions des mots, les formes familières et cetera, ça peut perturber. Donc là, la solution à ça, si on n'est pas trop habitué, à tout ça, bah, c'est tout simplement d'écouter encore plus du japonais parlé, de s'immerger le plus possible, hein, dans un environnement, audio, japonais pour comprendre, ben, le plus possible, en fait, les structures de phrases, employées à l'oral, les expressions, la manière de parler tout simplement, au quotidien. Donc ça peut être, des séries, par exemple, des séries, des dramas et cetera où on a des personnages réels qui parlent. Ça peut être aussi les animés. C'est vrai que dans les animés, on a, parfois des tics de langage ou autres qui sont pas forcément naturels, mais au moins ça permet d'entendre quand même des formes, notamment les formes des verbes, à la forme neutre. Donc ça peut être utile quand même de pratiquer tout ça. À l'inverse, ça peut être aussi, si c'est la politesse qui te pose souci, tu vois, des formes comme, nakereba narimasen ou, quand tu l'entends, tu as du mal à remettre un petit peu, dans la bonne case, savoir de quoi on parle, ben, du coup, c'est vraiment bien de s'immerger le plus possible, dans un environnement, audio en japonais. Ensuite, le troisième cas de figure qui est peut-être le plus traître et le plus frustrant, c'est si tu comprends tous les mots de la phrase, mais tu ne comprends pas la phrase. Donc, si pour toi le vocabulaire est parfaitement clair, tu prends la phrase, tu l'isoles et tu dis: «OK, je comprends vraiment tous les mots de vocabulaire, mais j'arrive pas à voir le sens de la phrase. Qu'est-ce qu'il veut dire?» Ça, c'est hyper frustrant et ça arrive souvent, hein. J'ai souvent des élèves qui me disent: «Mais en fait, je comprends les mots, mais je vois pas ce qu'il veut dire». Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est parce que tu penses comprendre et connaître ces mots-là, alors qu'en fait, tu ne les maîtrises pas vraiment. Je pense notamment à des mots qui peuvent avoir des doubles sens. Typiquement, taihen, taihen qui de base veut plutôt dire pénible, quelque chose de difficile, de pénible, taihen desu, mais qui peut aussi dans certains cas vouloir dire extrêmement, très, beaucoup. Donc si on pense que taihen ça veut uniquement dire pénible et qu'on voit, par exemple, taihen osewa ni narimashita, donc je suis très reconnaissante des bons soins que vous m'avez, apportés. Bah là, du coup, on est perdu parce qu'entre taihen qui est négatif et osewa ni narimashita qui est positif, on se dit: «Il y a un problème, je comprends pas ce que ça veut dire». Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, parce qu'il y a beaucoup d'homonymes en japonais, donc des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne veulent pas dire la même chose, qui n'ont souvent pas les mêmes kanji d'ailleurs. Donc ça peut être ça aussi le souci. Ça peut être aussi au niveau de la grammaire, si tu penses savoir ce que ça veut dire, alors qu'en fait, parfois, il y a des petites nuances. En japonais, ça se joue souvent à un kana ou bien une forme de verbe, près. Donc voilà, on pense avoir compris et en fait, on n'a pas compris. Ou alors, ça peut être aussi, je comprends tous les mots de la phrase, mais le contexte manque, ou alors dans ce contexte-là, je comprends pas ce que ça veut dire. Le japonais, je vous le répète sans arrêt, mais le japonais, c'est une langue qui est contextuelle. Donc en fonction du contexte, un même mot ou une même phrase peut vouloir dire plein de choses différentes. Donc là, il peut y avoir aussi un problème de contexte. Et ça, ben, malheureusement, il faut vraiment le replacer dans le contexte de la conversation, sinon on peut pas l'inventer. Au niveau de la grammaire aussi, ce qui peut
être, source de confusion, ce sont les particules en japonais, puisque en japonais, on a une quinzaine de particules différentes, mais on a souvent la même particule qui veut pouvoir dire plusieurs choses différentes. Par exemple, la particule D, qui est, une particule de lieu avec action, mais qui est aussi une particule de moyen. Donc là, si on ne connaît pas les différents usages de D, ça peut poser problème. Le pire, c'est la particule Ni, qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'usages différents. Donc si on ne les maîtrise pas tous, on peut imaginer que c'est un usage, alors qu'en fait, on parlait d'autre chose. Donc là, si c'est un problème, voilà, je pense connaître tous les mots et toute la grammaire de la phrase, alors qu'en fait, je comprends pas la phrase, c'est souvent que, il y a un problème vraiment de réalité, en fait. Je connais pas réellement ce mot de vocabulaire, en tout cas pas tous ses usages, et pareil, je connais pas forcément bien cette structure grammaticale. Je pense que c'est ça, alors qu'en fait, c'est souvent autre chose. Ça peut être aussi le contexte, ça va dépendre. Donc là, la solution à ça, bah, c'est vraiment, encore une fois, d'étudier le plus possible, hein, d'apprendre, les différents mots de vocabulaire, d'apprendre la grammaire et surtout, ben, de pouvoir poser ces questions à un prof, qui puisse, justement, t'aider là-dessus à identifier est-ce que tu as bien compris, ce que ça voulait dire ou pas? Donc c'est un combo vraiment d'étudier encore plus en profondeur ces choses-là, ces notions-là et s'immerger le plus possible, notamment en écoutant, ben, des audios en japonais. Ça peut être des podcasts. Moi, par exemple, c'est une chaîne YouTube que je peux te recommander. C'est, Miku Real Japanese. C'est une japonaise qui, enregistre des vidéos en japonais et qui, du coup, peuvent être adaptées quand même à un niveau débutant intermédiaire. Donc je pense que ça peut être intéressant pour toi. Et maintenant le 4e cas de figure, qui est peut-être ton cas. En tout cas, si tu es vraiment, en détresse totale quand, on passe à l'oral en japonais. C'est peut-être ton cas, c'est tu te dis: «En fait, juste, je ne comprends rien à rien». Mais vraiment genre zéro. Tu écoutes quelque chose en japonais et tu n'arrives pas à capter un seul mot, tu es complètement perdu, ça te passe au-dessus, tu te dis: «Je suis perdu». C'est souvent le cas, hein, j'ai plein d'élèves qui me disent: «Moi, dès que ça passe à l'oral, je suis en panique complète, je comprends rien» et cetera. Alors, déjà, première chose, pas de panique. On va y arriver, ça se travaille, bien sûr, c'est comme tout, hein, c'est pas une fatalité. On ne naît pas avec, l'oreille absolue, ça se travaille. Donc, comment on fait pour, passer du stade de «je panique, je ne comprends rien» à «je commence à comprendre des choses» jusqu'à, bah, en fait, maintenant ça va? Bon, vous allez vous en douter, je pense quand même, il faut avoir le plus possible de ressources et vraiment s'immerger le plus possible, ça c'est quand même la base. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre n'importe quel audio en japonais et juste, ben, en l'écoutant 50 ou 100 fois, on va finir par le comprendre? Non, bien sûr que non. Ça, c'est pas possible. On va prendre l'exemple avec une autre langue, je sais pas, une langue que je ne maîtrise absolument pas. Je vais prendre par exemple l'arabe. L'arabe, je ne connais pas un seul mot en arabe. Si je me mets à écouter des podcasts ou bien des vidéos, des séries, des films en arabe, si j'écoute 50 fois le même truc, c'est pas parce que je l'ai écouté 50 fois que je vais commencer à comprendre. Si j'ai pas appris une base de vocabulaire et de grammaire, ça ne peut pas popper comme ça dans ma tête. Ce serait bien, hein, ce serait magique, mais c'est pas possible. Donc pour le japonais, c'est pareil. Si vraiment tu as l'impression d'être absolument largué, il faut quand même bien sûr avoir des bases en japonais. Maintenant, dans le cas de Martine, je sais que c'est ton cas bien sûr, puisque là tu es dans la formation Objectif JLPT 4, donc je sais que tu as déjà des bases. Ce qui peut te poser souci, ça peut être tout simplement la vitesse à laquelle les gens parlent. Alors, dans la vraie vie, c'est un peu dur de, régler la vitesse des gens. On peut leur demander de parler plus lentement, mais c'est vrai que les Japonais ont souvent du mal, en fait, à se, réguler, on va dire, à comprendre ce qui est facile ou ce qui est difficile, ce qui est rapide ou ce qui est lent pour un étranger. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont pas vraiment l'habitude, de parler dans des langues étrangères. Ils sont pas forcément très bons et leur méthode d'apprentissage, typiquement de l'anglais, n'est clairement pas optimale. Donc ils ont souvent du mal, en fait, à se rendre compte qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est difficile pour des étrangers. Il y en a certains, hein, qui s'en sortent vraiment très bien. Je pense notamment, à ma prof de Koto qui sait expliquer hyper clairement avec des mots simples, des choses très complexes, alors que, par exemple, son mari en est incapable. Son mari, il parle, c'est, incompréhensible. Il utilise un japonais, très châtié, très, voilà, très très beau, très, très,
on va dire, littéraire, mais du coup, il est difficile à comprendre. Donc là, ça dépend des gens. Dans la vie de tous les jours, du coup, ça peut être compliqué. Par contre, on a un avantage monstrueux à l'heure actuelle, c'est internet! Yes! Donc grâce à internet et je pense notamment grâce à YouTube ou d'autres plateformes comme ça, tu peux régler la vitesse de ce que tu entends. Donc sur YouTube, il suffit d'aller dans la petite molette de paramètres et tu peux baisser la vitesse. Donc ça, c'est super si jamais tu écoutes, notamment des vidéos de japonais sur YouTube. Si jamais tu trouves qu'ils parlent trop vite, tu peux baisser d'un cran ou deux la vitesse et réécouter plus lentement. Ce que ça va faire, le fait d'écouter plus lentement les choses, donc encore une fois, si ce sont des supports adaptés à ton niveau, si tu es capable quand même de comprendre le vocabulaire et la grammaire qui est employé dedans, si ce sont des choses à ton niveau, le fait d'écouter plus lentement, ça va juste en fait laisser plus de temps à ton cerveau pour essayer de décortiquer ce qui se passe. Et grâce à la magie d'internet, tu peux aussi revenir en arrière et réécouter plusieurs fois le même passage. Donc ça, c'est pas négligeable, faut pas s'en priver. Et surtout, le fait de faire ça en amont, donc avant de partir au Japon, ça te permet en fait de te préparer le mieux possible. Donc plus tu vas faire ce travail de décortiquer des choses en japonais, etc., plus le jour où tu iras et où tu discuteras avec des vrais japonais, tu seras déjà un petit peu préparé à reconnaître des phrases. Donc ça, tu peux le faire avec YouTube, tu peux le faire avec Netflix, je pense. Tu peux le faire avec, éventuellement, même peut-être des chansons. Tu peux le faire aussi avec les audios de, la formation. Enfin voilà, tu n'hésites pas vraiment à ralentir la vitesse si tu as besoin, si tu trouves qu'il parle trop vite. Tu peux aussi vraiment, faire des pauses, à chaque fin de phrase, si ça peut t'aider. Donc là, c'est vraiment quand tu es en train de faire de l'écoute active, tu vois, pendant 5-10 minutes, tu vas faire ça. Ensuite, le deuxième point qui, peut être vraiment hyper intéressant quand on a des grosses difficultés à comprendre des choses en japonais, c'est d'avoir le script sous les yeux. Donc là, ça marche pas pour tout, bien sûr. Dans la vraie vie, tu peux pas demander aux gens les japonais, ils ont pas de sous-titres quand tu leur parles dans la vraie vie. Ce serait beau, tu sais, comme dans un jeu vidéo ou quoi, ils ont les sous-titres. Là, ça fonctionne pas dans la vraie vie. Par contre, encore une fois, tu peux le faire en amont pour te préparer à ça. Donc, déjà, dans tous les audios qu'on a dans la formation, tu vas avoir le script. Donc ça, c'est top. Tu vas pouvoir écouter le japonais qui parle et en même temps lire le texte sous les yeux. Donc ça va t'aider en fait à faire le lien entre ce que tu entends et ce que tu comprends. Donc ça va te permettre, en fait, ça va permettre à ton oreille de te dire, OK, quand il y a cette expression ou cette phrase qui sort, voilà comment ça sonne. Donc ça, c'est un super travail pour vraiment coller la compréhension avec l'oreille. Et pour aller plus loin, ce que je t'invite à faire, j'en ai déjà pas mal parlé, mais c'est faire du shadowing. Donc le shadowing, c'est le fait de répéter ce que tu entends. Le shadowing, ça a 2 gros avantages. Le premier, c'est de développer ta propre prononciation et ta propre élocution en japonais. Donc ça va te permettre de gagner en fluidité à l'oral, de moins hésiter sur tes mots, etc. Et ça va, à l'inverse, te permettre aussi de gagner en compréhension orale, puisque tu vas réécouter plusieurs fois le même mot ou la même phrase en japonais. Et donc, en fait, ton oreille va s'habituer à entendre un japonais le prononcer de telle manière. Donc, quand tu vas le réécouter dans un autre contexte, la vraie vie, un film, etc., tu vas pouvoir le repérer plus facilement, puisque du coup, tu auras déjà entendu cette expression ou cette phrase plein de fois. Donc ça, c'est super. Donc, je t'invite à faire ça également. Ce que je peux t'inviter à faire aussi, c'est le combo classique, c'est-à-dire le karaoké, qui pareil, en fait, c'est du shadowing mais en musique. Donc ça, c'est pas mal pour développer sa compréhension orale et sa diction en japonais. Et ça va être aussi, pourquoi pas, de mettre les sous-titres en japonais quand tu regardes des choses, que tu écoutes des choses en japonais. Ça te permet d'avoir encore une fois un petit support, un lien entre les deux, même si ça a ses avantages et ses défauts, j'en avais déjà parlé. J'avais consacré une vidéo YouTube à ça, si jamais tu veux retourner voir mon avis là-dessus, sur les sous-titres, est-ce qu'il faut les mettre oui, non, en japonais, en français. J'avais parlé de ça. La dernière difficulté dont je voudrais parler aussi et qui peut être très piège alors qu'on s'en rend pas forcément compte, c'est repérer en fait les sons
qui n'existe pas en français, mais qui existe en japonais. Il y en a pas beaucoup, puisque le japonais, c'est une langue qui est très pauvre en sons. On a beaucoup plus de sons différents en français qu'en japonais, mais il y en a quand même, et ça peut faire défaut si jamais on n'a pas encore une oreille qui est très développée. Alors, en résumé, on n'en a pas beaucoup, hein. On a le H, donc bien faire la différence entre ebi et hebi. Donc ebi, la crevette, hebi, le serpent. La différence entre les deux, c'est le H. Et comme on n'a pas l'habitude de le prononcer en français, puisque nous, on ne prononce pas les H, hein, eh bien ça peut faire défaut. Il y a littéralement des gens qui n'entendent pas la différence entre les deux. Ça se travaille, hein, c'est pas une fatalité. Encore une fois, quand on a passé en fait l'âge de 1 ou 2 ans, ça dépend des études, parfois ils nous disent 1 an, parfois ils nous disent 2 ans, mais en gros, un enfant, dès qu'il a plus de 2 ans, il ne reconnaît, il n'entend que les sons qu'il y a dans sa propre langue maternelle, ou en tout cas la langue dans laquelle il est élevé, là où les langues, hein, pour les familles bilingues. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on est tout petit, quand on est un bébé, on est capable d'entendre tous les sons différents, et dès qu'on arrive à l'âge de 3-4 ans, on ne les entend plus. Mais ça se retravaille. On peut le retravailler dans l'autre sens et se forcer à les entendre. Donc on a le son H qui peut nous faire défaut. On a les allongements de syllabes en japonais. La différence entre oba-san et oba-san. Donc oba-san, la tante, oba-san, la grand-mère. Donc là, il y a un allongement entre les deux. Hein. Bien faire attention, c'est pas le même mot. Et le petit tsu. Donc le petit tsu, là, c'est le fait de marquer une pause et de doubler la consonne suivante. Donc c'est pareil, on a des grosses différences en japonais entre des mots qui ont des petits tsu et des mots qui n'ont pas de petits tsu. Et donc là, c'est pareil, si on l'entend pas, on peut se dire « Ok, j'ai pas compris ce que c'était ce mot » ou alors « Je pense que c'est ce mot-là et en fait, c'en est un autre ». Donc, faut vraiment faire attention à ça. Voilà, les quelques spécificités qu'on a en japonais. Il n'y en a pas 40 000, mais il y en a quand même quelques-unes. Alors, je regarde ce que vous dites dans le chat, si jamais il y avait d'autres conseils. Effectivement, bien sûr, le fait aussi de discuter avec des Japonais, alors même si ça peut faire peur parce qu'on se dit ben mince, en fait, je vais rien comprendre. Quand on prend des cours de conversation, notamment avec des profs qui sont adaptés pour les débutants. C'est le cas pour les ateliers Discord hein, qu'on a dans la formation. Naoko, elle est formée pour les débutants, donc il n'y a pas de souci à demander, à répéter plusieurs fois. On est là pour ça. Tous les ateliers, en fait, hein, d'ailleurs, qu'on a dans la formation, que ce soit avec Betty, que ce soit avec Naoko, voilà, faut pas hésiter à faire répéter les gens jusqu'à ce qu'on comprenne. Et puis, même ne serait-ce que se parler tout seul ou bien parler en japonais avec notre compagnon de route. Voilà, faut pas hésiter en fait à s'exercer. Plus on s'exerce à parler, plus on s'exerce à discuter et plus en fait notre oreille, elle va finir aussi par se forger. Et Dominique qui dit « Il faut simplement accepter de ne pas tout comprendre ». Ça aussi, c'est vrai. On ne pourra jamais tout comprendre, absolument tout ce qu'on entend en japonais. C'est pas possible. Tout simplement parce que déjà, on ne peut pas maîtriser tous les mots de vocabulaire sur tous les sujets. C'est déjà le cas dans notre langue maternelle. Hein. On ne maîtrise pas tout le jargon scientifique, politique, philosophique, etc. Il y a trop de mots différents. Et surtout, en japonais, on a aussi les dialectes. Donc, selon les régions du Japon, les gens ne parlent pas de la même manière. Donc, nous, ce qu'on apprend, c'est le japonais standard de Tokyo. Mais si vous allez dans le Kansai, si vous allez à Okinawa, si vous allez à Hokkaido, eh bien, les gens auront d'autres manières de parler. Donc, il faut aussi accepter ça. D'où l'intérêt aussi de choisir des supports audio qui sont vraiment adaptés à notre niveau et à ce qu'on a déjà appris en japonais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Il y avait beaucoup de choses, mais c'est vraiment un sujet sur lequel eh bien, on pourrait parler pendant des heures. Donc, si jamais vous avez d'autres conseils que j'ai pas évoqués, n'hésitez pas vraiment à les partager. Pour moi, c'est toujours hyper intéressant d'avoir vos retours. Il y a Dominique qui conseille pour le shadowing, je conseille le site fukumusume.com. Je mettrai le lien. Alors, pour le replay, je mettrai le lien dans la partie archive bonus des classes en ligne. Et pour YouTube, je vous mettrai le lien dans la description.